Je vous remercie d'être venus si nombreux ce matin pour prendre part à cette première conférence de presse que j'ai souhaité organiser en vue de vous expliquer les motivations et les orientations qui ont prévalu à la formation de mon gouvernement. Alors donc, comme le directeur de la communication l'a indiqué, je vais dans un premier temps vous faire une déclaration liminaire qui explique un peu les grandes lignes qui ont prévalu lors de la conception de ce gouvernement. Et par la suite, si vous le souhaitez, je vous laisserai la parole afin que vous posiez les questions que ça pourrait susciter. Et je tenterai de mon côté d'y apporter des réponses appropriées. Donc, je vais de ce pas, dans un premier temps, faire une déclaration liminaire et je vous prie donc d'en prendre connaissance. Alors, dès ma prise de fonction, j'avais déjà indiqué lors de la conférence de presse que j'avais donnée à l'hôtel il fallait comprendre ce changement de gouvernement et ma nomination dans un contexte historique particulier. Ce contexte historique est marqué, comme tout le monde le sait, par les suites de l'insurrection populaire d'octobre 2014. En octobre 2014, tout le monde le sait, le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé a fait preuve d'héroïsme, de bravoure, s'est levé les mains nues, sans armes, manifester sa désapprobation après un long règne et une tentative de modification de la Constitution en dépit de l'hostilité de la grande majorité de la population. Le peuple burkinabé et la jeunesse burkinabé ont fait preuve à ce moment-là de maturité et de clairvoyance. Les jeunes burkinabés sont tombés sur le champ d'honneur. Ils ont versé leur sang pour cela. Après cet événement douloureux, il y a eu également la tentative de coup d'État de septembre 2015. Là aussi, les jeunes sont sortis courageusement affronter les unités d'élite qui voulaient mettre fin au processus de démocratisation de notre pays. Les jeunes ont encore fait preuve d'abnégation, de sens de sacrifice et de patriotisme. Alors, sur la base de ce sacrifice, la démocratie a pu prendre pied. Les élections ont été organisées dans les conditions que tout le monde sait, à la satisfaction de tous les acteurs politiques nationaux, à la satisfaction également de la communauté internationale, et l'organisation de ces élections fait la fierté de Burkina Faso dans le monde aujourd'hui. Alors, ça c'est le contexte historique. Pourquoi ce contexte historique est important? Parce que nous, hommes politiques, tous les membres de la classe politique sont interpellés. On ne peut plus gouverner de façon comme avant. Pourquoi? Parce que simplement, les sacrifices qui ont été consentis, on doit capitaliser sur ces sacrifices-là pour bâtir un Burkina nouveau, en luttant contre la corruption, en luttant contre l'impunité, en luttant contre les inégalités et en faisant en sorte que la bonne gouvernance soit désormais au cœur de l'action politique. J'ai eu à le dire les jours, il faut instituer dans notre pays maintenant un nouveau contrat social. Il faut instituer maintenant dans notre pays une nouvelle éthique de responsabilité au niveau des hommes politiques. Alors, c'est dans ce contexte-là que le président du Faso, M. Roch Marc-Christian Kaboré, a été élu président du Faso. Il se doit donc de prendre en considération
cette attente du peuple, ces attentes très fortes du peuple, en vue d'une rupture, en vue d'un changement pour un Burkina Faso meilleur. Ça, c'est le contexte dans lequel je voulais quand même situer les changements qui sont intervenus. Alors, à la suite de ces événements douloureux, le président du Faso m'a appelé pour diriger le gouvernement, de former et diriger un gouvernement qui va s'attaquer aux problèmes du pays et répondre aux aspirations de la jeunesse et aux aspirations de notre peuple. Il m'a fait l'honneur de me confier cette lourde responsabilité, mais c'est une responsabilité exaltante parce que c'est une œuvre de patriotisme. Alors, dès lors que j'ai été nommé, j'ai eu des contacts avec toutes les formations politiques qui ont participé à la lutte, les formations politiques qui ont participé à l'insurrection populaire, à la résistance contre la tentative de coup d'État, et également avec les partis majoritaires, tous les autres partis, pour essayer de former un gouvernement sur la base des engagements pris par le président Roch-Marc Christian Kaboré vis-à-vis du peuple burkinabé. Alors, et les orientations qui ont présidé à la formation de ce gouvernement, je vais vous les citer. C'est d'abord le patriotisme. Pourquoi le patriotisme? Vous savez, comme j'ai dit, on ne peut plus gouverner ce pays de la même façon. Les exemples historiques dans le monde nous enseignent que tous les pays qui ont réussi à renverser l'équation historique, des pays qui étaient condamnés à la pauvreté, s'en sont sortis. Pourquoi? Essentiellement grâce à la qualité de la gouvernance, grâce au patriotisme des hommes dirigeants qui ont su se sacrifier pour faire sortir les pays de la pauvreté. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de dirigeants qui soient des patriotes. Et le président Marc Christian Kaboré en est un. Et le gouvernement que nous avons formé, nous espérons que également suivront cet exemple, ce sont des patriotes. Et c'est un des arguments forts qui a présidé donc à la constitution de ce gouvernement. C'est un gouvernement de combat, c'est un gouvernement d'engagement. Pourquoi? Parce que compte tenu des sacrifices qui ont été consentis par notre jeunesse, par notre peuple, il revient aujourd'hui de relever le défi. C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice. C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays. Alors, l'autre orientation qui a présidé à la formation de ce gouvernement, c'est l'attachement viscéral du chef de l'État à l'éthique et à la probité en politique. Tirant leçon de tout ce qui s'est passé dans notre histoire récente, le chef de l'État a souhaité que la question de l'éthique et de la probité soit au cœur du choix des hommes qui vont animer l'équipe gouvernementale et tous ceux qui seront appelés à jouer un rôle important dans l'administration de notre pays. Donc ça aussi c'est une orientation forte qui a prévalu lors de la création, de la formation de ce gouvernement. Alors, bien entendu, au-delà de ces critères que je viens d'évoquer, il y a également les critères de compétence. On ne peut pas mener à des postes de responsabilité gouvernementale des personnes qui n'ont pas la compétence pour mener les réformes qui sont attendues. Donc, le critère de compétence également est un critère qui a été pris en compte, et qui est très important. Alors, il y a d'autres considérations que j'ai pris en compte en accord avec le chef de l'État. C'est par exemple la nécessité de rajeunir la classe politique. Pourquoi? Parce que les jeunes ont été au devant de la lutte. Et il est important que ces jeunes-là soient entendus. Il est important que ces jeunes-là soient à la tête également des réformes que nous allons entreprendre
pour transformer ce pays-là. C'est pourquoi le chef de l'État m'a donné comme instruction de faire en sorte que les jeunes soient fortement représentés dans le gouvernement. L'autre aspect, l'autre dimension de la question, c'est la préoccupation qui concerne les femmes. Les femmes qui constituent la moitié de notre pays et qui sont insuffisamment représentées dans les instances décisionnelles. Le chef d'État m'a demandé également de prendre en compte cette préoccupation de manière à ce que les femmes soient mieux représentées dans le gouvernement, de manière à ce que leurs préoccupations spécifiques soient également prises en compte dans l'action gouvernementale. Alors, si vous me permettez, après ces deux premiers points, là où j'ai évoqué les orientations qui ont prévalu là où j'ai évoqué d'abord dans un premier temps ce contexte historique et dans un deuxième temps les idées fortes et les orientations qui ont guidé la constitution de mon gouvernement, si vous me permettez, je vais quand même dire un mot quand même sur la vision stratégique. La vision stratégique. Quelle est la vision stratégique qui sous-tend ce gouvernement? Alors, je peux la résumer en 3 points. Premier point, au risque de me répéter, c'est l'impératif de bonne gouvernance. Il est temps. Le président du Faso estime qu'il est temps de mettre fin à cette méfiance. Cette méfiance entre la classe politique et la population. La classe politique, très souvent, vous le savez, vous, les médias, que très souvent, la classe politique est soupçonnée de ceci, cela, corruption, de mauvaise gouvernance. Alors, ça crée une suspicion qui n'est pas de nature à favoriser la confiance nécessaire pour construire ce pays-là. C'est pourquoi le chef de l'État, dans sa vision stratégique, il tient à faire en sorte qu'on mette fin à cela. Donc, il m'a demandé de faire en sorte que, dans la vision stratégique de ce gouvernement, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'incivisme sont au cœur de l'action gouvernementale. Ça fait partie donc, ça c'est un axe stratégique majeur. Alors, le deuxième axe stratégique que le chef de l'État m'a donné comme instruction de tenir compte dans la formation de mon gouvernement, c'est la nécessité de mettre en œuvre des réformes économiques et des réformes économiques courageuses qui sont de nature à briser les entraves au développement de notre pays et à placer notre économie sur une trajectoire de croissance forte, voire une croissance à 2 chiffres, mais durable, et une croissance inclusive de nature à mettre fin à la pauvreté et à l'injustice. Voilà un peu le deuxième axe fort en termes de vision stratégique. Alors donc, il faut mettre en œuvre des réformes économiques courageuses pour mettre le pays sur une trajectoire de croissance forte, durable, inclusive, et c'est ça le deuxième axe fort. Le troisième axe fort que le chef de l'État m'a donné comme instruction dans la composition de ce gouvernement, c'est que bonne gouvernance c'est bien, croissance forte, durable c'est bien, mais il faut faire en sorte que tous les fruits de la croissance soient au service de la lutte contre les inégalités, pour la réduction de la fracture sociale dans notre pays. Quand vous allez dans les campagnes, quand vous allez dans les villages, quand vous regardez le niveau de vie des populations dans les villages, quand vous revenez dans la capitale, il y a de quoi vraiment être démoralisé. Tant de fossés grands entre les conditions de vie de nos frères qui sont dans les campagnes, qui manquent d'eau potable, qui manquent d'école, qui manquent de centres de santé, qui manquent d'activités rémunératrices, et ceux qui sont dans les villes et qui travaillent dans les bureaux,
aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et qui ont au moins un salaire mensuel pour vivre. Dans les campagnes, là où les campagnes qui occupent 80% de notre population, ils n'ont pas cela. Ils vivent de l'agriculture. Et de quelle agriculture? De l'agriculture de subsistance. Donc, ça génère de fortes inégalités en matière d'accès à l'éducation, à la santé et aux soins. Donc, voilà le troisième axe fort de la vision stratégique de mon gouvernement. Alors, donc voilà, ça, je voulais camper ça également. Alors, il y a un autre point que je voulais porter à votre connaissance, qui a présidé à la composition de mon gouvernement. C'est, il y avait le souci de faire en sorte qu'on ait un gouvernement resserré pour garantir l'efficacité. Le gouvernement resserré, c'est pourquoi vous allez voir que dans le gouvernement, nous avons 29 membres dans ce gouvernement, mais il y a 23 ministres pleins, nous avons 2 ministres délégués et nous avons enfin 4 secrétaires d'État. Alors, comme vous le savez, les secrétaires d'État, ils sont membres du gouvernement dans la mesure où leur rôle c'est d'apporter un appui technique dans leur domaine d'expertise à leur ministre de tutelle. Mais les secrétaires d'État, comme vous le savez, ne participent pas au Conseil des ministres, sauf en cas de besoin sur demande des ministres pour soutenir un dossier particulier. Les secrétaires d'État, ils n'ont pas de budget particulier à gérer, ils ne peuvent pas prendre de décret. Bon, ils sont quand même membres du gouvernement. Donc si on veut regarder, donc il y a 23 membres ministres pleins, nous avons 2 ministres délégués et nous avons donc 4 secrétaires d'État. Donc, mais c'est quand même un gouvernement resserré. Donc ça, c'était une préoccupation forte du gouvernement, du chef de l'État et de moi-même, parce que nous voulons une équipe de combat et propre à prendre des décisions appropriées. Alors, donc la deuxième préoccupation dans la composition structurelle de ce gouvernement, c'était la représentation des femmes. Alors, notre souhait était de porter le niveau de représentation des femmes dans ce gouvernement à un seuil d'à peu près 30%. C'était notre ambition. Mais après les tractations que j'ai eu à faire, j'ai dû réviser mes ambitions un peu à la baisse, parce que je me suis rendu compte que les vocations au niveau de nos sœurs femmes sont un peu, en tout cas, il y a des progrès à faire en termes de vocation dans ce domaine-là. Et ça n'a pas été facile pour moi de trouver des vocations. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver des vocations chez les femmes. Alors donc, mais ça ne me décourage pas, Et nous allons continuer à poursuivre les efforts pour faire en sorte que la représentation des femmes au sein du gouvernement ou des gouvernements prochains, en tout cas, soit plus élevée. Pour l'instant, nous avons quand même eu 7 bonnes volontés qui se sont manifestées, ce qui porte en termes de pourcentage, nous sommes autour de choses comme 24% de représentation des femmes dans le gouvernement, contre une cible que nous avions de 30%, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les efforts sont à poursuivre pour améliorer donc cette proportion des femmes dans le gouvernement. Alors, l'autre préoccupation dans la composition structurelle du gouvernement que j'avais, c'était la représentation des jeunes, comme je l'avais dit. Et là, si vous regardez bien les statistiques, vous verrez que là, l'objectif est à peu près rempli, dans la mesure où la proportion des jeunes qui sont membres du gouvernement tourne autour de 36%, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui prépare la relève au niveau de la classe politique, ce qui permet également au niveau du gouvernement de prendre en compte les porte-voix de ces jeunes qui sont l'espoir du pays et qui vont exprimer les aspirations de la jeunesse au sein des décisions gouvernementales. Donc ça, c'est objectif qui a été atteint et je m'en réjouis.
Alors, l'autre point dans la composition structurelle du gouvernement, comme je l'avais dit également dans mon exposition liminaire, c'était de faire en sorte que tous les partis qui ont participé à l'insurrection populaire, tous les partis qui ont résisté à la tentative de coup d'État, tous les partis qui ont lutté pour la démocratie soient associés à la responsabilité gouvernementale. Mais cela étant, il ne faut pas... les gens pensent que la seule forme de participation à l'action gouvernementale, la seule forme d'alliance, c'est de participer à un gouvernement. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans un gouvernement. Il faut faire des arbitrages. C'est pourquoi il y a d'autres formes d'alliance. Il y a d'autres domaines de responsabilité dans lesquels les compétences qu'il y a au niveau des autres forces démocratiques pourront s'exprimer, pourront s'associer à la gestion de la chose publique. Comme je l'ai toujours dit, c'est ma conviction. Pour transformer un pays, on a besoin d'une masse critique de gens qui soient déterminés, d'une classe politique qui soit clairvoyante, qui soit déterminée à travailler. Et toutes ces forces politiques qui sont alliées pour mettre fin au régime que nous avons connu et pour instaurer la démocratie, pour instaurer le progrès, sont les bienvenus pour participer avec nous à ce combat-là. Voilà un peu au niveau de la composition structurelle du gouvernement, ce que je voulais vous indiquer. Maintenant, alors, je voulais revenir avec vous sur deux points que le chef d'État m'a indiqués et qui sont très chers, et qui ont également prévalu dans la composition de mon gouvernement. Alors, le premier point, ça concerne, le premier point concerne l'institution d'un code de bonne conduite. Pourquoi? Parce que le président de Faso souhaite que les ministres qui ont été choisis doivent donner l'exemple dans leur comportement de tous les jours, par rapport à la corruption, par rapport au népotisme, par rapport aux abus de droit et par rapport à l'éthique et à la probité. Donc les ministres doivent donner l'exemple à tous les niveaux. C'est pourquoi dans les choix des ministres, ce sont les critères qui ont été pris en compte par moi-même et que le président, le chef d'État a accepté. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Il y a quand même un code de bonne conduite qu'il va falloir instituer et auquel les ministres seront astreints. Dans tous les cas, les ministres doivent donner l'exemple, de bon comportement. Alors, je vais donner quand même quelques exemples en la matière. Par exemple, vous avez vu lors de la prestation de serment du chef de l'État, lui-même, il a remis au président de la Cour constitutionnelle sa déclaration de biens. Bon, c'est une bonne chose, d'ailleurs c'est une disposition constitutionnelle. Nous comptons faire la même chose au niveau du gouvernement. Nous allons demander à tous les membres du gouvernement d'établir la liste de leur patrimoine et cette liste de patrimoine sera déposée auprès du Conseil constitutionnel et diffusée aux journaux officiels du Faso. Voilà, de manière à ce que tout ça soit transparent. De manière à ce que, en fin de mandat, s'il y a des anomalies, que les instances appropriées puissent faire des vérifications nécessaires. Donc ça, déjà, c'est une des marques de la volonté du gouvernement d'avancer, de faire des progrès en matière de bonne gouvernance. Alors, l'autre point, c'est la signature d'un code d'éthique et de bonne conduite au niveau du gouvernement. J'envisage, sous le contrôle du chef de l'État, de faire en sorte d'édicter un code de bonne conduite, un code d'éthique et de bonne conduite pour tous les membres du gouvernement. Tous ceux qui sont dans le gouvernement devront souscrire à ce code d'éthique et de bonne conduite pour éviter toutes les déviations possibles. Voilà. Donc, je n'ai pas encore finalisé ce document, ce code de bonne conduite et d'éthique, mais dès qu'il sera finalisé, les ministres seront invités à y souscrire. Ça, c'est pas seulement dans le gouvernement que ça existe, dans beaucoup d'autres structures ça existe, mais au moins ça marque un engagement fort des gouvernants, des ministres,
à s'astreindre à un certain nombre de disciplines dans la gestion de la chose publique. Alors donc, l'autre point que je voulais indiquer également à la presse et au Burkinabé, c'est que le chef de l'État a dit, dans la gestion de la chose publique, les ministres donnent l'exemple, ce sera la tolérance zéro. Tolérance zéro. Chaque fois qu'il y aura des manquements par rapport à l'éthique, par rapport à la probité, etc., ce sera la tolérance zéro. Voilà. Donc je tiens à répéter cela. Voilà, ça fait partie donc des dispositions que j'ai énoncées, ce qui concerne donc le code de bonne conduite. Alors, il y a, si vous le permettez, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos liminaire en disant qu'il y a une autre orientation forte que nous avons essayé de mettre en place dans la mise en place de ce gouvernement, c'est l'institution d'une culture de résultats. On ne pourra plus nommer les gens à des postes de responsabilité gouvernementale sans qu'ils ne rendent compte. Les ministres vont désormais rendre compte. Je les rappelle. Comment? Dès que les choses vont se mettre en place, j'envisage dans les jours suivants, sous le contrôle du chef de l'État, de mettre en place une lettre d'émission. Je vais adresser à tous les ministres une lettre d'émission pour les rappeler ce que j'attends d'eux. Et cette lettre d'émission s'inspirera des engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du gouvernement et son programme de gouvernement. Donc, chaque ministre, relativement à son domaine de compétence, recevra une lettre d'émission qui va lui rappeler les engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple burkinabé et son programme économique et ce qui est spécifique à son domaine de compétence qu'il doit prendre en charge. L'aide d'émission sera de ça à chaque ministre. Et je poursuis. Cette lettre d'émission sera complétée par ce que j'appelle un plan d'action. Parce que, une fois que vous avez la lettre d'émission, c'est un cadre général qui dit le ministre de l'Éducation va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela, conformément aux engagements que le chef de l'État y a prendre, mais ça ne suffira pas. Alors la lettre d'émission sera annexée ce qu'on appelle un plan d'action. Ce plan d'action qui est lui-même inspiré du programme économique du chef de l'État. Qui est lui-même inspiré du programme économique du chef de l'État. Donc on va concevoir un plan d'action à court terme, à moyen terme et à long terme, avec des délais à respecter. Je dirais à chaque ministre, voici la définition, on décline ça en plan d'action, et par rapport au plan d'action, voici les délais à respecter pour atteindre les objectifs. Et je veillerai à ce que fréquemment, selon une fréquence que je vais établir en rapport avec le chef de l'État, on ait une évaluation de la mise en œuvre de ce plan d'action. Chaque ministre viendra devant le chef de l'État et devant moi-même pour lui dire voici le plan d'action qui avait été arrêté, tel objectif a été atteint, tel objectif a été partiellement atteint et tel objectif n'a pas été du tout atteint. Et pourquoi? Est-ce que c'est les moyens humains qui font défaut? Est-ce que c'est les moyens matériels qui font défaut? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, sur cette base-là, je prendrai des mesures appropriées en rapport avec le chef de l'État pour remédier aux insuffisances éventuelles et faire en sorte que le plan d'action qui a été arrêté soit mené à son terme. Tout ça, c'est pour quoi faire? Tout ça, c'est pour éviter que l'on tombe dans les errements du passé. Là où on nomme des ministres qui arrivent aux fonctions et qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils sont là. Ils gèrent les affaires courantes. Ils n'ont pas de métier précis. Ils ne rendent compte à personne. Il faut mettre fin à ça. Et je pense que c'est la volonté du président du Faso d'instituer donc cette culture de résultat à travers l'institution d'une lettre d'émission à chaque ministre et l'évaluation périodique des performances réalisées par chaque ministre. Voilà un peu ce que je voulais vous indiquer
introduction liminaire et je me tiens à votre disposition pour les questions éventuelles.